Il est mort comme il a vécu dans un scénario de polar. Alain Orsoni, ancien dirigeant nationaliste corse, a été tué d'une balle en plein cœur hier alors qu'il enterrait sa mère dans son fief de Véro. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste du grand banditisme. Vous avez notamment écrit chez Fayard « Confession d'un patriote corse » avec Joe Peraldi, qui était d'ailleurs un proche d'Alain Orsoni. Ce qu'on peut dire, alors l'enquête commence évidemment, mais sur l'assassinat lui-même, c'est qu'il semble avoir été minutieusement préparé. Alain Orsoni était vulnérable ou à découvert quelques minutes à peine pendant cette cérémonie. La première chose que j'ai envie de dire, c'est ce que disent les Corses, ce que disaient les Corses hier soir, c'est que le fait d'aller tuer un homme dans un cimetière alors qu'il assiste à l'enterrement de sa maman, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit et c'est une véritable atteinte, on va dire, aux valeurs sacrées des Corses et au culte des morts. Ça, c'est la première chose qui ne sera pas pardonnée parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ensuite, effectivement, vous parlez d'un moment de faiblesse. L'homme qui est au cimetière en train de se recueillir sur le tombeau de sa maman, effectivement, ne pense pas forcément à ce moment-là à se défendre face à ses ennemis. Mais moi, j'ai une autre information à vous livrer qui est intéressante, c'est que, il me semble, c'est que il est arrivé, vous savez qu'il vivait, enfin, les téléspectateurs ne le savent pas forcément, ça fait très longtemps qu'Alain Orsoni vivait au Nicaragua. Oui, on va y son revenir, ranch où il avait investi notamment dans les machines à sous, etc. Donc il revenait assez peu en Corse. Il était arrivé en Corse hier pour l'enterrement de sa mère. Et d'après ses amis, il avait passé 2 jours. Bon, comme on fait en Corse, on se recueille. Vous savez, on reçoit les amis autour du tombeau, du cercueil à la maison. Oui. Il n'était pas armé. Il ne portait pas de gilet pare-balles. Et on me dit même que la veille de l'enterrement, il était allé faire ses courses en ville tout à fait normalement, dans Sans une protection. voiture qui n'était pas une voiture blindée. Ce qui signifie, c'est quand même intéressant à mon avis, c'est un élément même pour les enquêteurs, que à ce moment-là, il n'a pas vu venir la mort, c'est-à-dire qu'il ne se sentait pas à ce moment-là en danger. Et pourtant, ça fait des années qu'il dit à Alain Orsoni qu'il est menacé de mort, il que s'est sa senti vie en est danger jeu. toute sa vie. Alain Orsoni, sa vie, c'est l'histoire du nationalisme corse résumé en un homme. C'est un homme qui est fils de militaire, militaire qui avait rejoint l'OAS, qui lui-même a commencé ses années militantes en intégrant un syndicat étudiant d'extrême droite, le GUD, à Paris, qui ensuite a basculé très vite vers le nationalisme. Je raconte ce parcours parce que c'est celui de beaucoup de nationalistes corses qui ont commencé, on va dire, dans l'Algérie française, dans les rangs de l'OAS, pourquoi pas lui, mais et qui ensuite ont basculé dans le nationalisme. Et c'est quelqu'un ensuite qui s'est investi. Moi, je peux raconter une petite histoire. Oui, c'est une histoire que raconte Joe Peraldi dans son livre. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1990, les nationalistes, le FLNC, décident de s'attaquer à l'île des milliardaires, qui est aussi appelée l'île de la mafia italienne, l'île de Cavallo, dans le sud de l'île. Ils sont 11, il y a une tempête à tout rompre. Ils y vont en bateau, ils débarquent sur l'île. Et là, il y a Alain Orsoni qui, dans les rangs, qui sous la cagoule, habillé en noir, se fait appeler Alfred. Je pense que l'idée, c'est quand il y a une bombe, etc. La blague entre eux, c'est vous avez le bonjour d'Alfred. Je pense que c'est ça. Donc il se fait appeler Alfred. Ils sont 11. Il est notamment avec le chef militaire du FLNC, Joe Peraldi, qui lui se fait appeler Arthur. Et il dépose un nombre absolument colossal de bombes, de bonbonnes de gaz, 12 bonbonnes de gaz, reliées chacune à 8 kilos d'explosifs. Et il déroule dans la nuit 800 mètres de cordon détonnant. Et c'est Arthur et Alfred, donc Orsoni et Joe Peraldi, qui font ça. Et à un moment donné, ça dit tout l'homme. Ils sont dans le restaurant de cette île de milliardaires. Et Alain Orsoni avise une étagère, une bouteille de Dom Pérignon, 2 coupes en cristal. Il sabre le champagne, il sert une coupe, ils se servent tous les deux une coupe. Joe Peraldi boit pas, donc il balance la coupe et lui, il la boit, il la balance dans la cheminée et ensuite ils vont allumer les mèches. Pour vous dire, je veux dire à la fois le charisme, la détermination de cet homme. Ensuite, il va y avoir des scissions au sein du mouvement, pour aller vite, des scissions au sein du mouvement nationaliste. Il va se sentir effectivement en danger. Ouais. Il va fonder son propre mouvement,
le mouvement pour l'autodétermination. Et effectivement, sa vie va un petit peu quitter la sphère politique pour aller vers le monde des affaires, le contrôle notamment de la Chambre de commerce et d'industrie, qui sont, comme chacun le sait, pourvoyeuses de grands marchés, notamment en matière de sécurité. Et puis, Laura, pardon, parce qu'on est obligé de... Alors, je vais raconter déjà... deux choses. Ouais. Ces deux problèmes, aux deux extrémités de sa vie, les deux drames, c'est la mort de son fils cadet, de son frère cadet, Guy Orsoni, enlevé par des barbouzes en 1983. C'est ça qui fait que le FLNC crée une espèce de GIGN interne dont il prend la tête pour venger, et ils vont tuer tous les barbouzes et tous les voyous. Ça, c'est Guy Orsoni. Et le jour même où se termine cette vengeance, naît son fils, qu'il va surnommer, qu'il va appeler Guy également, et qui, lui, va être probablement à la source de ses plus grands malheurs, puisque tous ses amis n'ont eu de cesse de répéter à Alain Orsoni qu'il fallait qu'il retire Guy Orsoni, son fils, on va dire, du milieu corse, et qu'il l'emmène en Amérique du Sud. Et vous savez ce qu'il a répondu ? Écoutez, moi, si je dois amener mon fils, si je dois faire sortir mon fils de Corse, il faut que je l'amène dans un cercueil, parce qu'il ne voudra jamais. Et il se pourrait bien, c'est ce que pensent en tout cas beaucoup de ses amis, qu'effectivement, parce que son fils, lui, alors, a carrément basculé dans la criminalité organisée, et notamment le trafic de cocaïne à grande échelle. Et donc, il se pourrait bien, en tout cas, c'est l'une des hypothèses dont va se saisir probablement le PNACO, le fameux parquet national qui vient d'être créé contre la criminalité organisée, c'est de savoir s'il n'y a pas un lien. En gros, si on n'élimine pas le père, parce qu'on ne peut pas, s'attaquer au fils qui est en prison actuellement. Et donc, c'est l'une des pistes. Donc, c'est là où on est dans un drame familial total. Vous voyez bien, entre le frère cadet enlevé, le fils en prison qui, lui, quelque part, a voulu suivre ce chemin et a eu du mal à en démordre. Merci beaucoup, Frédéric Ploquin, de nous avoir éclairé ce matin. Je pourrais continuer à vous en parler longtemps, mais je reviendrai.